Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour les débats. Nouvel horaire, vous le savez, 10h45, 47. Allez, quand on prend un petit peu de retard. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, un pack, une équipe de femmes. Najwa El Haïté, docteur en droit public, et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Bonjour Najwa. Alexandra Spiner, conseillère régionale LR d'Île-de-France. Bonjour à vous. Valérie. Virginie Leguet, le retour. On est ravis Oui, de vous l'année dernière, revoir. mes horaires très matinaux m'empêchaient de venir. Écoutez, on est content qu'LCI ne fasse plus que de l'Ukraine et du Gabon. Comme ça, on peut vous récupérer. Et j'en suis ravie, parce que c'est moi qui vous ai lancé, qui ai fait votre carrière. Mais, non, vous veniez... Je vous dois tout, Valérie. Sans vous, je ne serais rien. Non, je serais perdue dans le noir. Absolument. Journaliste politique, éditorialiste. Vous avez longtemps été à Match. Vous avez été longtemps aussi sur Sud Radio. Au JDD. Sur JDD et sur LCI. Régis de Castelnau, l'homme de la situation aujourd'hui. Bonjour Régis. Bonjour Régis. On dit bonjour à toutes parce qu'on n'est que des femmes. Donc on, oui, c'est vrai, oui. Vous êtes avocat, votre blog Vue du droit, et je rappelle votre dernier livre, Une justice politique, plus que jamais d'actualité, je trouve, paru aux éditions L'Artilleur. Et puis vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Beaucoup de sujets aujourd'hui, évidemment toujours les refus d'obtempérer, l'instrumentalisation politique de la France insoumise autour de ces accidents. Oui, j'y vais carrément, mais c'est ce que je pense. 64% des Français veulent l'arrêt de l'immigration extra-européenne. Et puis après Emmanuel Macron, c'est Elisabeth Borne qui recevra les partis d'opposition. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Alexandra Spiner, on va commencer avec vous. Je partage votre coup de gueule. Oui, moi je voulais revenir sur un triste record français, le record de la honte, puisque la Parlez SPA, bien dans le micro. Ouais. La SPA nous a appris que plus de 16 498 animaux avaient été abandonnés cet été, alors même que les adoptions sont évidemment en net recul. Et que... on tient même pas compte de ceux que la SPA n'a pas pu accueillir faute de place. On invoque l'inflation, on invoque le coût de l'alimentation, également les frais de vétérinaire, les animaux vieillissants et qui ne sont donc plus divertissants et joueurs. Et puis qui coûtent de l'argent à soigner, parce qu'un animal, il faut le savoir... Oui, parce que les coûts de vétérinaire sont extrêmement importants. Voilà. Enfin, tout ça ne peuvent pas être de vraies raisons, et c'est quand même plutôt inacceptable de se dire que toutes ces raisons devraient justifier l'abandon qui est donc pris en charge par la SPA au quotidien et qui donc sauve ces animaux de l'irresponsabilité de leur maître. Alors, pour créer une prise de conscience, la SPA a lancé une campagne bouleversante, Humains perdus. Je vous invite vraiment à aller voir, parce que c'est vraiment... il faut voir cette campagne, parce que je trouve qu'elle est très violente, elle crée une onde de choc, parce qu'elle inverse les rôles, et donc elle met en scène des animaux qui placardent leurs humains pour les retrouver. Alors, depuis 2015, les animaux sont officiellement reconnus comme des êtres doués d'intelligence, mais c'est scandaleux. Je veux dire, quand on aime les animaux, enfin quand on a des animaux, on se demande comment on peut les abandonner. Qu'est-ce qui passe par la tête de ces ordures? Pardon, j'ai pas d'autre mot. C'est inacceptable. Alors, il y a des quand on va dans ces refuges, les responsables et les bénévoles de ces refuges nous racontent des histoires qui sont totalement lunaires. Des familles qui ont passé 9-10 ans avec un chien et puis qui sont débarrassées comme d'un simple objet. Alors, il y a quand même... donc, depuis 2015, je disais que les animaux sont officiellement reconnus comme des êtres dotés d'intelligence, mais il reste des objets de droit dont on peut disposer et qu'on peut utiliser ou posséder. Et même s'il y a une vraie prise de conscience et une sensibilité à la protection animale dont on peut se réjouir, il faut quand même rappeler en permanence que l'abandon est un acte de cruauté envers les animaux. Voilà, c'est un acte bestial. Et notre rapport aux animaux, il questionne notre humanité. Voilà, pour être humain, il faut aimer les hommes et les animaux. C'est un devoir absolu. Alors Darwin lui-même
demander qu'on élargisse le cercle de la compassion altruiste aux animaux. Et nous savons que les animaux expriment des désirs, des intentions, une conscience d'eux-mêmes. Alors, changeons notre regard collectif sur les animaux. On a beaucoup parlé de décivilisation. Eh bien, je crois que ce pitoyable record en fait partie. J'invite évidemment à donner aux refuges, aux associations. Il faut les aider à être le réceptacle de cette honte nationale. Voilà, c'est terrible. On doit sortir de cela et vraiment aller voir cette campagne. Elle est incroyable. Ouais, mais Stéphane nous dit c'est le coût des croquettes et l'alimentation, les gens des vétérinaires, les prix chez les vétérinaires, parfois les gens n'ont plus le choix. Mais là, non, on a toujours le choix. Moi, c'est un argument que je ne peux pas entendre. Je pense il faut savoir qu'un animal, c'est une responsabilité. Bien sûr. Voilà. Anne nous dit, on dirait que les vétos sont de moins en moins humains. Je pense que si vous allez voir votre véto et qu'il vous connaît un petit peu et que vous lui expliquez que vous êtes dans une situation compliquée, normalement, effectivement, il devrait comprendre la situation, Virginie. Mais c'est vrai que ces chiffres sont abominables. Je crois que certains aiment les animaux sur le papier, aiment les animaux quand ils sont petits, aiment les animaux comme ça parce que aimer un animal de loin c'est pratique, mais quand on l'a chez soi, qu'il faut le promener, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut le nourrir peut-être, mais ça aussi c'est un argument que je n'entends pas. Il n'est pas recevable. Je rappelle que il me semble que la période où les animaux sont le plus souvent abandonnés, c'est juste au moment des départs en vacances. C'est-à-dire que l'animal devient gênant, l'animal devient encombrant, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment le faire, on ne veut pas le faire garder parce que ça coûte cher, on ne veut pas l'emmener en vacances parce que c'est compliqué, donc on l'abandonne sur les aires d'autoroute et c'est systématiquement au début de l'été que l'animal est abandonné. Donc oui, aimer un animal, je pense que ça entraîne des droits et des devoirs et que très souvent, mais je ne suis pas sûre que la France soit le seul pays à pratiquer ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on a un record, mais que très souvent, quand l'animal devient gênant, et ben tout simplement, effectivement, on l'abandonne. Non mais c'est... Régis, un mot ? Alors, moi, je suis pas un bon intervenant là-dessus parce que je suis effectivement victime de l'affection pour les animaux. Comme je suis à la campagne maintenant, je me transforme en gardien de zoo. Hein. J'ai ma chienne, j'ai récupéré le chihuahua de la belle-mère, j'ai récupéré le cochon d'Inde. Le cochon d'Inde de ma femme qui est alors complètement, c'est une psychopathe, hein, et ça n'arrête pas. Je pense que les chats arrivent et tout. Bon, moi, je voudrais faire une remarque concernant justement ce record qu'aurait la France. Je trouve que le comportement a quand même beaucoup changé depuis 20-30 ans. D'abord, maintenant, le fait d'avoir des animaux de compagnie est encadré. Je n'ai pas dit réglementé, hein, encadré, le puçage, etc. Il y a un suivi, je trouve ça très bien. Hein. Et ensuite, petit détail, c'est un symptôme, quand vous avez un fait divers où on a martyrisé un animal ou quelque chose comme ça, allez jeter un coup d'œil sur les commentaires sur les réseaux. Oui. Les gens sont d'une violence. Absolument. Presque plus que quand ce sont des humains qui sont victimes. Hein. Donc je pense que les choses ont progressé, il ne faut pas trop se culpabiliser. Oui, mais les vacances vous ont rendu très optimiste, Régis. Les chiffres disent l'inverse. Voilà, hein. Pardon, mais Régis, je suis d'accord avec cette prise, qu'il y a sur le fait qu'il y a une vraie prise de conscience et que il y a toujours une espèce d'indignation quand il s'agit de violences qui ont été commises sur les animaux, les faits divers avec les rappeurs, etc. Mais en revanche, ils sont en totale contradiction avec ces chiffres qui sont quand même exceptionnel en Europe. Donc. Absolument. Alors Stéphane aussi nous dit pourquoi ne pas aider, proposer directement une prise en charge alimentaire ou de soins. Effectivement, il y a aussi des associations qui, moi je soutiens Chihuahua en détresse, pour tout vous dire. Mais ne riez pas. Non, mais c'est un bel engagement. C'était un combat magnifique. J'ai une passion pour les Chihuahuas et il y a une association qui les recueille 1 euro par mois. C'est pas grand chose. On peut même donner plus si on veut, mais c'est vrai que ces gens-là recueillent des animaux qui sont maltraités, et il y a des vétérinaires partenaires qui les aident, et il y a plein d'associations, il y a régulièrement des collectes de nourriture pour ces refuges, mais il faut arrêter d'abandonner ces animaux. Et oui, je crois que c'est un petit peu facile aussi pour nous de nous dire, ça nous arrange de nous dire que c'est pour des raisons financières. Honnêtement, c'est aussi pour des raisons de confort que les animaux sont abandonnés. Voilà, donc on parle beaucoup d'empathie en ce moment. Le ministre de l'Éducation nationale, fort
justement nous dit qu'il faut le retour de l'empathie à l'école, puisse cette empathie bénéficier également aux animaux. Merci de votre coup de gueule. On va continuer à débattre et à commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Il faut être polyvalent dans le journalisme, voilà. Le pronostic hippique, c'est fait. On se retrouve pour les débats. Merci, on se retrouve pour les débats avec aujourd'hui Régis de Castelnau, avocat. Vous avez un blog Vue du droit dans lequel vous vous exprimez très librement. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur, et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique. Alexandra Spinner, conseillère LR d'Île-de-France, et Najwa El Haïté, docteur en droit public. Et votre dernier livre, Laïcité et République, est paru chez L'Harmattan. On va parler de ces refus d'obtempérer. On va parler de ce sondage. 64% des Français veulent l'arrêt de l'immigration extra-européenne. Et puis, Elisabeth Borne recevra les partis d'opposition. Tout cela au programme de ce jour. On continue rapidement, notre tour de table. Najwa, c'est un coup de gueule. Oui, coup de gueule, terrible constat. Alors, ça concerne 2000 enfants en France dorment dans la rue. Souvenez-vous, au début de cet été, l'ancien ministre du Logement, Olivier Klein, annonçait: notre priorité est claire, 0 enfant à la rue. Eh bien, Valérie, on est très loin, très loin du compte. Selon le baromètre publié le mercredi 30 août par les acteurs de la solidarité et UNICEF France, près de 2000 enfants sont contraints de dormir à la rue en France, faute de places d'hébergement d'urgence disponibles ou adaptées. Et d'après les acteurs de la solidarité, c'est ça qui est terrible, ces chiffres sont sous-évalués, car ils ne prennent pas en considération les enfants qui sont dans les bidonvilles ou dans les squats. C'est un drame humain absolu, et c'est pour ça que je voulais faire ce coup de gueule ce matin. Tout à l'heure, Alexandra parlait d'empathie, de solidarité. Eh bien, là encore, heureusement que des associations existent pour faire un travail formidable et essayer, tout au moins avec les moyens dont ils disposent, pour éviter que des enfants dorment dans la rue. Surtout que ça cela a des répercussions sur la santé mentale de ces enfants, sur, bien sûr, leur scolarité. Il faut insister là-dessus. Je rappelle également que la France est signataire de la Convention des droits de l'enfant. Et cette situation ne peut perdurer. Alors, les acteurs de la solidarité font des propositions au gouvernement et leur demandent notamment une loi de finances rectificative pour 2023 prévoyant à minima le maintien de la capacité du parc d'hébergement qui se situe à hauteur de 205 000 places et une augmentation du nombre de places en 2024. Eh bien, moi, j'espère vraiment qu'ils seront entendus. Oui, Virginie, oui, j'ai en souvenir une déclaration d'Emmanuel Macron d'il y a déjà fort longtemps qui disait que sous sa responsabilité, il s'engageait à ce qu'il n'y ait plus aucun sans-abri dans la rue. On voit qu'on est très loin de cette promesse. Et je ferai une autre remarque qui me paraît là aussi concourir à l'aggravation paradoxalement de la situation, c'est que les pouvoirs publics ont pris l'habitude de se défausser sur les associations. Les associations dans notre pays font un travail fantastique, gigantesques, mais elles ne peuvent pas, elles toutes seules, porter à bout de bras toutes les questions. Et alors on voit là, on a entendu les Restos du Cœur il y a quelques jours dire: écoutez, nous on est submergés, on a des queues qui n'en finissent pas, on va pas pouvoir répondre à la demande. Bon, le gouvernement a consenti à un chèque, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune prise de conscience réelle de l'ampleur et de la gravité de la situation, que ça soit effectivement le nombre de personnes qui dorment dans la rue, dont les enfants, et le nombre de personnes qui, même parfois en ayant un travail, n'arrivent plus à vivre dans notre pays. On considère que tant que ça tient, ça tient. Tant que le tissu associatif tient, ça tient. Je rappelle que le tissu associatif craque et que l'exécutif a fermé les yeux toutes ces dernières années. Ouais. Moi, j'avoue que j'étais sidérée d'entendre Bruno Le Maire dire que ce pays tenait debout grâce aux associations. Alors, même s'ils font un formidable boulot, c'est quand même un constat tragique. Voilà. C'est un constat qui les arrange bien. Oui, tout le monde s'accommode au fond de tout cela. On fait des grandes déclarations incantatoires. Et moi, je ne suis pas très optimiste parce que la crise du logement qui nous attend nous promet des situations tragiques. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les yeux autour de soi dans Paris quand vous vous
promenez, que vous marchez dans les rues pour voir. Mais il y a plein de situations. On parle de la colline du Crac, c'était censé être réglé. Une collaboratrice qui prenait le métro Porte de la Chapelle s'est retrouvée nez à nez avec un craqueux, comme on dit. Rien n'a changé. À poil, se traînant par terre. Faut aller voir ce qui se passe. On n'en parle plus dans les médias, mais ça n'a pas changé. On ne fait que les déplacer. Il y a que des... Ça continue. Et ces enfants, effectivement, sont à la rue. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a une impuissance de l'État. Et c'est vrai qu'on parle du travail formidable des associations, mais je rappelle que ces associations sont sous-dotées en termes de subventions, de plus en plus, puisque il y a moins de moyens, et donc au niveau des collectivités locales, eh bien, ça a des répercussions automatiquement sur les associations. Et donc, c'est le serpent qui se mord à la queue. Et comme vous le dites, Valérie, ce qui est terrible, c'est que ça fait l'actualité pendant quelques temps. On pense que tout s'est arrangé par des effets d'annonce, et en fait, les situations ne changent pas. S'empirent. Elles s'empirent. Karine, une auditrice, me dit une chose intéressante. Les associations vont aussi se vider de leurs bénévoles, car pour aller sur le site, il faut de l'essence dans la voiture. Et les gens n'y arrivent plus parce qu'effectivement, souvent, les gens qui sont bénévoles sont des gens qui, eux aussi, sont souvent précaires, ou en tout cas des gens généreux. Qui ont parfois à la retraite et avec des petites retraites. Non, mais c'est très juste. On ne parle pas aussi des bénévoles qui doivent aller sur des sites qui deviennent parfois dangereux, dans des quartiers dangereux où ils se font agresser. Absolument. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Un mot, Régis, sur ces 2000 enfants à la rue. Entendre 2000 enfants à la rue, mais 2000 enfants qui dorment dehors, c'est absolument épouvantable. Et encore, c'est le chiffre officiel. Oui, mais le chiffre officiel, mais je veux dire, on imagine ça. Bon, on a tous vu des SDF, des homeless, comme on dit aux États-Unis. On en a tous vu, mais des enfants. Et puis, naturellement, Emmanuel Macron, je vais en dire un peu plus de mal tout à l'heure, quand ce sera mon tour. Merci Virginie. Donc, qui avait dit je m'engage à, il s'est engagé à rien du tout. Enfin, en tout cas, il n'a rien réalité du tout. Et sur la charité, alors dans ma bouche, c'est un mot honorable. La charité, c'est bien. Heureusement qu'il y a ça. Je vais citer, alors bien sûr, on se repose sur la charité, l'État se repose, la phrase de Bruno Le Maire, mais qui es-tu? Il est ministre de la République et il dit non, mais attendez, les gens ont qu'à faire la charité. Il le dit pas sous cette forme. Et moi, je vais citer un expert en matière de charité qui est passablement indiscutable, qui disait: la charité, c'est pas seulement pleurer ou faire des dons, c'est aussi combattre contre l'injustice. Et c'était l'abbé Pierre, évidemment. Ce système, ça n'est pas possible de le laisser perdurer. Non, absolument. Juste une petite remarque. On a aussi voulu oublier tous les sujets qui sont sortis au moment des Gilets jaunes. Par exemple, les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas se loger. C'est un sujet qu'on a complètement balayé. Bien sûr. On l'a évoqué, nous, on l'évoque ici souvent, mais voilà, le logement, les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas vivre dignement, ça sont les sujets auxquels on doit s'attaquer. Plutôt que de faire des grandes réunions où tout le monde se parle pour ne rien dire. On va en parler de cette réunion et puis de la lettre au parti d'Emmanuel Macron. Virginie, c'était un coup de gueule. Alors, c'est un coup de gueule qui ne va certainement pas arranger la situation de ceux qui ont déjà du mal à vivre et à boucler leur fin de mois. C'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle la shrinkflation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça depuis quelques jours. Je pense que ceux qui vont dans les supermarchés ont bien compris de quoi il s'agissait. Shrink en anglais veut dire rétrécir. Eh bien, ce sont les marques qui, avec des emballages quasiment identiques, ont tout simplement rétréci la quantité de produits à l'intérieur de ces mêmes emballages. Et parfois, non content de rétrécir la quantité, par exemple, on peut passer de 62 couches Pampers à 58, on peut passer de chips, un peu moins de chips par paquet, mais on augmenté les prix, ce qui fait que c'est double peine pour le consommateur, qui se retrouve pris au piège. Et là, je voudrais dire une seule chose. Quand j'entends les gens dire « Ah là là, on est totalement impuissant », non. Vous n'êtes pas impuissant, vous avez le droit de boycotter ces produits, vous avez le droit de vous dire moi je m'oriente vers autre chose, et le boycott des produits, c'est l'arme la plus difficile à supporter pour ceux qui les fabriquent, parce qu'ils misent là-dessus, ils misent sur le fait que vous ne vous en rendrez pas compte, que vous vous direz c'est pas grave d'enlever 3 couches dans un paquet, finalement je m'en tire pas très mal. Non, vous pouvez décider de boycotter ces produits, et je crois qu'Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, à partir de lundi, va étiqueter les produits qui auront été
victime de la shrinkflation, un horrible néologisme qui vient de l'anglais. Name and shame, c'est-à-dire nommer et foutre la honte. Il n'y a pas d'autre mot. Effectivement, c'est ce que vont faire Unilever, les magasins. PepsiCo, Absolument. il y a toute une liste de produits. PepsiCo, les glaces Magnum, Unilever avec les glaces Magnum et carte noire, Doritos ou Findus, voilà, je les name, etc. Voilà. Et le patron de Lidl, très justement, a qualifié ça de vol. C'est du vol qualifié. Et c'est du vol. Le paquet de chips Lay's nature de 300 grammes n'en fait désormais plus que 250 et passe de 2,90 € à 3,20 €. Double augmentation. Voilà. Exactement, les glaces Magnum et carte d'or également, les pommes de terre Findus, noisettes ou risolées. Alors n'achetez pas des pommes de terre congelées, achetez des pommes de terre, vous les épluchez, ça prend 1 minute, même pas, vous les coupez en morceaux, vous les faites revenir dans la poêle, c'est 1000 fois meilleur et ça vous coûtera moins cher. De façon générale, n'achetez pas des produits transformés. Si vous êtes des consommateurs qui désirent bien vous nourrir, achetez des produits tels quels. Déjà, vous éviterez tous ces problèmes-là. C'est une question de santé publique. Et vous aurez la main sur votre alimentation. Voilà, c'est bien les femmes. On a des sujets un peu différents, beaucoup plus concrets et beaucoup plus conso. Moi, ma bête noire, c'est les soupes en boîte. Les soupes en briques. Je veux dire, vous prenez... Les soupes qui sont vendues en briques, vous savez, les veloutés, les machins. Ah oui, mais attendez, Valérie, c'est vachement pratique. Moi, l'hiver, quand je suis tout seul, je peux vous dire que... Régis, c'est mauvais. Bon. Mais vous prenez, mais Régis, vous prenez un poireau, vous le coupez en morceaux, une pomme de terre, vous mixez ça et vous mixez. Là, vous avez du sel, vous avez des additifs, vous avez des conservateurs, c'est horrible, Régis, c'est horrible. Et Régis, pourtant, vous vivez à la campagne. J'ai l'impression d'entendre ma femme. Le bon sens des femmes, vous voulez dire. Elle fait des soupes sublimes, mais elle a un Magimix à Paris, parce que elle continue à résider en Paris. Elle a un Magimix ici. Oui, bon, alors ça, je suis d'accord, il n'y a pas photo, mais moi c'est fort pratique. C'est parce que le Magimix c'est que pour votre femme en fait. Vous vous en servez pas vous-même. Il y a d'autres marques. J'ai essayé, j'ai été immédiatement proscrit. Non, mais non. Si, quand vous avez une grande cuisinière, elle a pas un Thermomix. Vous n'avez on va pas le droit citer de d'autres rentrer marques. quand elle est là. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Elle a pas un Thermomix. Parce que le Thermomix, c'est encore plus facile. Non, pardon, je me suis trompé. C'est pas Magimix, c'est Thermomix. Elle en a deux. C'est en X. Franchement, ça doit être à votre portée, c'est pas très dur. Alors, peut-être une exception pour Philippe David qui me dit la bisque de homard en boîte peut être excellente. Oui, d'accord. C'est vrai que c'est compliqué à faire. Je crains quand même que, vous parliez à l'instant des enfants qui dorment dehors, mais je crains quand même que les familles en situation de grande précarité ne peuvent hélas pas se poser ce genre de questions. Voilà. Bien sûr que si. Mais bien sûr que c'est une question de temps. C'est une question. Non, c'est une question. Non, c'est pas. C'est une question d'habitude de consommation. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Oui, mais il faut faire cette révolution. Voilà. Oui. Voilà. Moi, je suis prête à aller donner des cours de cuisine avec votre femme, Régis. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous et on va parler politique dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous pour commenter l'actualité. Alors Régis, c'est un coup de gueule, une fois n'est pas coutume, mon cher Régis. J'aurais pu faire un coup de cœur, vous allez voir quand on parlera rugby, pourquoi. Non, c'était simplement pour Emmanuel Macron et son incompétence en matière diplomatique. Voilà quelqu'un qui devrait avoir un conseiller diplomatique à l'Élysée, mais il en a un d'ailleurs, et qui passe son temps à tout faire de travers. Alors on va pas revenir sur le passé, sur la diffusion de sa conversation avec Vladimir Poutine, sur le fait qu'il ait demandé Urbi et Orbi d'être invité au sommet des BRICS plutôt que d'utiliser les voies diplomatiques, ce qui fait qu'il s'est fait rembarrer. Et puis son comportement vis-à-vis des Africains, il avait humilié le président de Burkina Faso, donc conséquence coup d'État. Il s'était accroché avec le président du Congo Kinshasa, il n'y a pas très longtemps. Et là, quand il y a eu le coup d'État au Niger, il a donné des coups de menton, les rodomontades, on va intervenir militairement et tout. Entre-temps, il y a eu le coup d'État au Gabon. Bon, on a un énorme problème avec l'Afrique francophone. Il y a un rejet de la France. Ce rejet est en partie dû à ses comportements. Il a refusé
de prendre en compte la suppression des lettres de créance de l'ambassadeur au Niger en disant non, il ne bougera pas et tout. Ce faisant, il viole le traité de Vienne sur les conventions diplomatiques, etc. Hein, et là, il est obligé de battre en retraite. Les troupes françaises vont devoir partir. Les Américains, trop contents, sont venus, ils ont envoyé Victoria Nuland au Niger, la CEDEAO sur laquelle ils comptaient pour faire la guerre au Niger a dit non, attendez, parce que ce serait un embrasement, hein, ce serait une catastrophe. Donc les choses sont en train de se dérouler de façon plus diplomatique, plus stratégique, et donc lui, il est obligé de reculer. Qu'est-ce qu'il fait là pour essayer de faire supporter à d'autres cette humiliation, parce que c'est une humiliation qui devient personnelle? Eh ben, il dit on va faire un débat au Parlement, s'agissant de quelqu'un qui a toujours refusé de débattre au Parlement de la question ukrainienne, qui a utilisé à de multiples reprises le 49.3. Je trouve que c'est quand même un petit peu abusif. Les jeunes diraient c'est abusé. Ouais. Absolument. Je ne sais pas qui veut réagir. Oui, Virginie. Oui, je dirais une chose, moi, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et maintenant, on ne peut plus le considérer comme un jeune président qui découvre la politique, a effectivement multiplié les bévues. Je n'irai pas jusqu'à ce que vous avez dit, Régis, qu'il a provoqué tous ces coups d'État en Afrique. Je n'irai pas aussi loin. Non, je n'ai pas dit ça. Quasiment, pardonnez-moi, vous l'avez quasiment dit. Burkina Faso, résultat, coup d'État. Voilà. Et qu'effectivement, en manquant de prudence, d'humilité, de modestie, et même peut-être ne sachant pas très bien quelle était sa place et comment s'exprimer de la place où il est. Finalement, il n'est que président de la République de la France, et la France n'est pas un des plus grands pays du monde, ni un de ceux qui pèsent le plus. Eh bien, d'une certaine façon... Non, c'est fini. Je veux le croire. Eh bien, moi, je crois que c'est fini, et je crois qu'il a surestimé la position de la France sur la scène internationale. De la même façon, et là, je rajouterai encore peut-être quelque chose, sur la scène intérieure, il a multiplié les déclarations, les promesses, et encore ce qui vient de se passer la semaine dernière en réunissant de façon très spectaculaire et très solennelle les partis, pour finalement très peu d'actes et très peu de résultats concrets. Ouais. Alors attendez, puisque je suis interpellé de façon injuste sur ce que j'ai dit sur le Burkina, j'ai quelques échos de l'Afrique. J'ai eu une expérience dans le passé avec l'Afrique de l'Ouest que j'aime beaucoup. Est-ce que vous vous rappelez de la séquence il y a 2-3 ans où il a humilié le président burkinabé, oui, je m'en souviens, en lui disant reste ici, il est parti réparer la clim, etc. C'était horrible. Et je peux vous dire que ça a laissé des traces cuisantes. C'est vrai. Et ça a ouvert un boulevard aux militaires. Oui, absolument. Oui, commentaire. Non, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Moi, j'ai faim. On fait tout peu. Absolument. Non, mais on fait, c'est vrai, tout peser sur le président Emmanuel Macron. Certes, il y a des erreurs, et j'y reviendrai rapidement, mais concernant la politique africaine. Mais cette politique africaine est décevante depuis plusieurs années, quand même. Vrai. Elle est décevante depuis plusieurs années. C'est vrai. Quand vous avez le président de la République, François Hollande, qui arrive au Mali en disant on va vous sauver du joug des islamistes, et qu'en réalité sur le terrain la sécurité entre guillemets n'a pas suivi, et donc ça a entraîné une déception des populations. C'est vrai. C'est très réel, et donc on peut pas nier que cette politique africaine, elle est décevante depuis, je dirais même depuis l'ère Sarkozy. Exactement. Voilà. Donc une fois que j'ai dit ça, moi mon grand regret et ma grande tristesse, parce que je suis très attachée au continent africain, et à la France bien sûr, qui est mon pays, c'est ce rejet des Français sur le continent africain. Moi, il y a quelques années, dans le cadre de mon travail, je me rendais souvent en Afrique, et il y avait un véritable respect vis-à-vis de la France, un amour de la langue française, et un véritable intérêt à ce que fait la France dans différents domaines culturels, etc. Mais cet amour de la France, quand je vais sur le continent africain, et quel que soit le pays francophone, n'existe plus. Ouais. Je vous trouve un peu sévère. Non, qui est réel, et je vous assure, et je me rends assez régulièrement, où on me parle d'une France hautaine, qui colonialiste, exactement, qui impose ses règles par ses grandes entreprises. Voilà, et on peut pas nier ce rejet-là. Et ce rejet, il ne touche pas que le Mali, que
que le Niger. Il commence même à toucher le Sénégal, notre grand pays aussi frère, parce que là encore, on retrouve les mêmes problèmes, les mêmes symptômes, les mêmes déceptions qui sont prégnantes. Après, il ne s'agit pas de pointer du doigt uniquement la politique française, mais en tous les cas, elle est faible face à des pays qui sont conquérants. Je pense à la Russie. Ouais. Je pense à la Turquie, je pense en effet à la Chine, sûr, qui sont là et qui mènent un véritable soft power contre la France en diffusant des fausses rumeurs. Enfin, on pourrait en parler longuement contre la politique française menée en Afrique. Vous oubliez les États-Unis. Aussi, ça je vous accorde. Moi, je pense que le problème aussi, c'est qu'on a décrété pompeusement la fin de la France-Afrique, mais qu'on n'a pas réinventé un modèle qui nous permette de poursuivre ces liens qui existent entre le continent africain et la France. C'est vrai, vous avez rappelé que nous avons un partage de la langue française. Moi, je crois profondément qu'il y a encore des pays où la France est aimée. De moins en moins, malheureusement. Oui, de moins en moins. Le problème, c'est que notre coopération a été trop fortement réduite au volet sécuritaire. C'est vrai. Voilà. C'est bien sûr. C'est ça. Quand on parle de la France, c'est toujours ça. Allez, on va marquer une petite pause. On va parler de refus d'obtempérer qui se multiplient avec des conséquences dramatiques et puis l'instrumentalisation politique odieuse qui en est faite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Un auditeur me dit ce n'est pas la France, c'est la politique de la France que l'Afrique n'aime pas. Donc c'est pas les Français, c'est vraiment ça. Et quand vous avez, j'en suis convaincue. Voilà, et effectivement, il dit quand vous avez, c'est Gilles qui nous dit ça, quand vous avez Macron qui assiste à l'investiture du président du Tchad et qui condamne violemment le Niger, qui parle doucement pour le Gabon, comment voulez-vous que la politique française soit crédible? Exactement. Voilà, effectivement, c'est sujet. Vous avez raison de préciser ça, Gilles. Je voulais qu'on parle de ces refus d'obtempérer et de cette instrumentalisation politique absolument insupportable de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, a tweeté à propos de cette affaire de ce jeune homme de 16 ans qui est entre la vie et la mort après être entré, je fais attention aux mots que je dis, après être entré en collision avec une voiture de police. Encore un mineur tué, dit-il, pour refus d'obtempérer, disent-ils. Mais quelle horreur, disent-ils. Il essaye de suggérer qu'il y aurait une sorte de complot. Son scooter heurté par un véhicule de police dans une intersection. Sa mort est annoncée par les médias avant que la famille le soit. Remède, un escadron de gendarmerie envoyé sur place au cas où. Telle est la France sous Macron à vomir. Moi, je dis que c'est vous qui êtes à vomir, monsieur Mélenchon. Vous ne connaissez rien de cette affaire, vous ne savez rien et vous instrumentalisez totalement cette affaire terrible. On pense évidemment à la famille de ce jeune homme. Une mort n'est jamais acceptable, mais l'enquête ne fait que commencer. Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes indigné, monsieur Mélenchon, de ce jeune homme qui est mort à Nîmes, ce Tristan qui a été heurté à Paris, de cette femme de 80 ans qui a été heurtée par un chauffard qui était engagé dans une course folle. Je vois, il y a toujours ce deux poids, deux mesures insupportables et cette instrumentalisation politique. De toute façon, LFI s'est fait spécialiste, si je peux dire, de la récupération politique obscène de tous les faits divers, mais certains faits divers. C'est-à-dire que M. Mélenchon et ses amis ont la compassion hémiplégique. Mais tout ce débat pose au fond toujours la même question, c'est l'autorité. Bien sûr. Il faut rétablir dans notre pays l'autorité. L'autorité à l'école, l'autorité dans la société. Et oui, c'est obscène, la récupération politique est obscène, mais je crois que les faits sont là. Quand la police demande... Quand la police vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. C'est pas très compliqué. Effectivement, on dit jeune parce qu'il a 16 ans, c'était un jeune délinquant, vous avez raison, il faut employer les mots. La mort d'un jeune homme, pour autant. La mort d'un jeune homme, fût-il délinquant, n'est pas toujours acceptable. Une tragédie. Voilà, ça, évidemment, qu'on est tous collectivement d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Enfin, je veux dire, on peut pas... quand on voit... les années qu'on a perdues avec la récupération politique de la triste famille Traoré,
que des élus et les filles aient pu participer à la manifestation, qui n'a réuni que quelques tristes Pékins, mais quand même, ils étaient là avec leurs écharpes pour soutenir une famille de délinquants. Voilà la réalité. Oui, qui a été jugée. Qui a été jugée définitivement. Ouais. Enfin, oui, il y a un non-lieu. C'est une affaire. Non, c'est une affaire. Non, il y a un appel, mais ça ne change rien. Mais quand même, combien de jugements dans cette affaire? Non, mais restons sur les délits de fuite, les refus d'obtempérer. C'est un délit, c'est un délit, point. Donc, les policiers suite collision avec un véhicule de police, une véhicule exploité par l'IGPN montre que la voiture de police arrivait lentement à l'intersection et que l'adolescent non casqué ne regardait pas devant lui. Alors on verra, on l'aura cette vidéo. Il y a une enquête, mais ce disent-ils de Mélenchon est absolument mais c'est la suspicion systématique protège son électorat parce qu'il est élu dans ces quartiers-là, il le sait, et c'est là où il fait ses meilleurs scores. Donc il est simplement dans une démarche totalement électoraliste qui est dangereuse, mais qui ne représente pas la réalité. Mélenchon le sait très bien, parce que si j'ai bien compris ce qui s'est passé dans cette affaire, ce jeune homme qui circulait sur un motocross sans casque a été poursuivi par une première voiture qui elle-même a appelé en renfort une seconde voiture, et c'est en allant très vite. Elle était en renfort, je crois qu'elle était là un peu par hasard. Oui, je crois que c'était compris. Elle a été appelée en renfort, mais elle était dans le périmètre. Donc elle s'est présentée sur les lieux, et le jeune homme sans casque est rentré directement dans cette seconde voiture. On va attendre de voir effectivement l'enquête, mais visiblement c'est ce qui est. Mais écoutez, Daniel Simonès et notre ami Philippe David qui m'envoie son tweet, effectivement, un mort de plus, un mort de trop, il avait 16 ans, toutes nos pensées à sa famille et aux proches, exigeons la vérité et la justice. C'est un peu comme pour Adama Traoré, pourquoi et comment le véhicule de police a provoqué la mort de l'accident. Bon, enfin, quand la police vous dit de vous arrêter, vous arrêtez. Ce qui est insupportable, c'est que les filles jettent systématiquement le doute sur nos policiers. C'est ça qui est insupportable. C'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. Et vous le disiez, Alexandra, c'est électoraliste. C'est électoraliste. Et vous le disiez également, Virginie. Ils parlent au quartier où ils font des bons scores. Et on le voit aux élections présidentielles. C'est en banlieue qu'ils font leur meilleur score. Et donc, vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui surfe en effet sur des faits divers dramatique aussi bien pour celui qui refuse d'obtempérer, et vous avez raison Alexandra quand vous dites qu'il y a une véritable crise de l'autorité. Vous avez 25 000 refus d'obtempérer par an. C'est énorme. Alors ça justifie pas la mort d'un jeune, mais ce jeune est mort, ça aurait pu être un piéton. Vous rappeliez également, Valérie, le décès de piétons qui étaient là au mauvais moment. Vous avez également des victimes par ricochet. Et donc, ces refus d'obtempérer sont inacceptables. Moi, pour avoir été dans une affaire où un piéton était là au mauvais moment, eh bien, je peux vous dire qu'elle a basculé tout de suite dans le coma. C'est des drames humains. Alors, des réactions d'auditeurs. Thomas nous dit la police devrait être exemplaire, la police ne devrait pas perdre ses nerfs. Enfin, la police est là pour poursuivre les délinquants, pour ceux qui la police fait son métier, et jusqu'à preuve du contraire, si ce jeune homme s'était arrêté, il ne serait pas mort. Autre tweet absolument indigne, les soulèvements de la terre, c'est aussi notre ami Philippe David que je vais faire venir bientôt. Un jeune de 16 ans a été tué par la police aujourd'hui à Elancourt. Il a été percuté alors qu'il circulait en scooter. La police est raciste, elle mutile, tue et exige l'impunité, soutien aux proches de la victime. Virginie. Oui, je voulais simplement dire que cette fuite en avant de Jean-Luc Mélenchon, cette fuite stratégiquement politique qu'il poursuit avec constance depuis maintenant quelques années, dans le fond, ne fait pas son affaire, mais fait l'affaire du Rassemblement national. Donc ce que fait monsieur Jean-Luc Mélenchon est grave à plus d'un titre. D'abord, c'est souvent contraire à l'exacte vérité. Il tord les faits, il les raconte à sa façon, mais c'est surtout qu'il perd lui-même son électorat. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais c'est ce qui se passe. Il suffit de regarder de sondage en sondage son électorat qui dit qu'il va trop loin, qu'ils ne peuvent plus lui faire confiance et que son idée de créer le chaos en France, ils ne le suivent plus. Et celui qui aujourd'hui ramasse les miettes de cette incroyable dérive, eh bien c'est le Rassemblement national. Alors si Jean-Luc Mélenchon veut faire le travail du Rassemblement national, qui je vous le rappelle dans ces affaires-là est extrêmement silencieux, extrêmement calme, extrêmement en retrait, donc on l'entend
l'entend pas. On entend Jean-Luc Mélenchon, mais c'est le Rassemblement national qui va ramasser la mise. Ouais. Régis. Alors moi, je voudrais faire un peu de droit. Ce dont on parle bénéficie, j'utilise ce mot à dessein, d'un encadrement juridique qui permet de poser la réalité des problèmes. Alors moi, je ne vais pas sacrifier à la chose qui consiste à dire il y a un mort, c'est horrible, c'est toujours une tragédie, etc. On en fait des tonnes là-dessus. Si on regarde statistiquement, alors on prétend que Staline disait la mort d'un homme c'est une tragédie, la mort d'un million d'hommes c'est une statistique, mais si on regarde statistiquement en France, je veux dire, des décès consécutifs à des courses-poursuites, il n'y en a pas beaucoup. Et des refus d'obtempérer, il y en a 25 000. Oui. Il n'y a pas 20 000 morts perpétrés par une police raciste. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Y compris avec les rodomontades de Mélenchon. Je voyais que sur la Baïa, il y a 10 ans, il avait des positions extrêmement laïques. On ne vient pas à l'école habillé en afghan. Il a changé. Mais c'est un déshonneur au bout d'un moment. Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire là, avec tout ce discours, toute cette mobilisation? C'est pas seulement électoraliste, c'est plus grave que ça. On veut légitimer la délinquance. Légitimer, c'est normal, c'est légitime de rouler sans assurance, sur une moto trafiquée, sans casque, de dépasser les limitations de vitesse, et si on vous demande de vous arrêter pour vous contrôler, on refuse. Et ça, c'est normal. Ce qui est anormal, c'est de vous demander de vous arrêter et de vous poursuivre. Il n'y a pas de corrélation entre la mort de ce jeune homme, enfin il n'est pas encore mort, ou d'autres, et le refus d'obtempérer. Ce qu'on appelle les causes directes, il y a les causes directes et des causes indirectes, et on est en train de dire que la police, ne respectant pas une note de service qui n'a aucune valeur normative, et en faisant parfois des poursuites, en faisant parfois des poursuites, on dit que c'est la police qui est, vous avez entendu la qualification de la plainte, pour tentative de meurtre. Mais pourquoi pas crime contre l'humanité tant que vous y êtes? Mais c'est purement et simplement une guignolade. Donc, homicide involontaire. Qui pourrait devenir homicide volontaire. Non, homicide. Moi, j'ai entendu homicide pour la partie civile. Ouais, non, j'ai entendu homicide volontaire. Homicide involontaire, c'est normal. Homicide involontaire. C'est logique. Il n'y a pas de personne désignée. Et dans le cadre de l'homicide involontaire, il y aura la notion d'auteur direct, d'auteur indirect et tout. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais ce que je veux dire, la différence, quand je vois ces interventions pour ce jeune homme, et le silence total des messieurs Coquerel, Mélenchon sur le trentenaire qui est mort à Paris, l'autre que vous avez cité, c'est que cela était innocent. Ce garçon n'a pas subi une sanction, voyons. On l'a pas tué en lui appliquant une peine de mort. Il s'est tué parce que il est responsable de ce qu'il a fait. Y compris l'absence de casque qui a dû jouer. Or, la réglementation dit casque pour vous protéger de vous-même. Donc, l'innocence n'intéresse pas ces gens qui font les tweets que vous avez cités. En revanche, je veux dire, on essaie de légitimer la délinquance d'une forme de louis-peine. Mais c'est un choix politique. C'est un choix directement politique, c'est-à-dire qu'on valorise politiquement l'absence d'innocence et on n'a rien à fiche de l'innocence. Oui, mais Stéphane, notre auditeur fidèle, nous dit vous avez essayé de comprendre le point de vue des jeunes, vous n'avez pas fait de bêtises en mobilette étant jeune. Non, je pense que d'abord on parle d'un délinquant qui avait déjà un casier. Je veux dire, c'est quand même mineur de 15 ans. C'est quand même toujours le même profil. Oui. Je veux dire, quand on regarde toutes les affaires qui ont fait l'actualité, c'est toujours le même profil de gamin. Et encore une fois, je ne justifie pas. C'est pas le sujet. Mais moi, ce que je déteste tout chez LFI, mais ce que je déteste en particulier, c'est cette petite musique qui infuse dans nos banlieues et qui mène à l'écroulement civique. On voit bien qu'il y a des guet-apens qui sont tendus à nos policiers, qui sont régulièrement attaqués, qui ne peuvent pas faire leur métier dans de bonnes conditions. On ne peut pas
quand on est un élu de la République, tenir ce genre de discours. C'est obscène et indigne. Et estimer que la France est c'est irresponsable. C'est irresponsable et on parle de racisme systémique. Il n'y a pas de racisme systémique. Il n'y a pas de racisme systémique et il n'y a pas de violence systémique dans la police. C'est important de le dire. Ça me fait penser à ce qu'on dit ou ce que disent certains mouvements d'extrême gauche sur la désobéissance civile. C'est normal la désobéissance civile. Et cette petite musique-là monte de plus en plus. C'est-à-dire que les règles, les lois, les procédures, tout ça, c'est pas grave. Si on estime qu'on est fondé dans son indignation ou sa colère, eh ben on y va parce que c'est normal. On désobéit, mais civilement. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. On continue nos débats dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on va parler politique un peu différemment avec Elisabeth Borne qui a hier confirmé qu'elle allait recevoir les oppositions la semaine prochaine après les rencontres de Saint-Denis organisées par Emmanuel Macron. C'est donc Elisabeth Borne qui va rassembler les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Ils seront reçus individuellement à Matignon. C'est juste avant la rentrée parlementaire. Tout ça, c'est quoi? C'est fait pourquoi, Virginie? Vous disiez tout à l'heure, pour faire semblant de dire on vous écoute. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On remplit son emploi du temps. Parce que je rappelle qu'Elisabeth Borne s'est déjà livrée à cet exercice pendant toute une partie du printemps et du début de l'été avant les vacances de tout le monde. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont refait la même chose la semaine dernière. Et là, on recommence. Donc moi, je ne sais pas comment qualifier cette démarche qui consiste à réunir autour d'une table des gens qui sont d'ailleurs assez réfractaires à ces événements, mais qui finissent par s'y rendre en disant bon ben on y va, mais qui ne se parlaient pas avant, qui ne se parlent quasiment pas pendant, qui ne se parleront pas après. Je crois que la difficulté de ce gouvernement, de cet exécutif, que ce soit le président de la République ou son Premier ministre, c'est qu'ils sont dans une impuissance politique incroyable, qu'ils essayent de masquer par des initiatives qui ne font que tromper ceux qui veulent l'être, mais que leur difficulté majeure et essentielle, c'est quelle loi on va pouvoir faire passer à l'Assemblée nationale quand on a une majorité relative et quelle loi on va pouvoir finir par imposer à des gens qui n'en le veulent pas. Alors je ne sais pas très bien comment ce quinquennat va se passer. C'est de la calinothérapie, c'est de l'incantation, c'est de la diversion. On dit aux gens, mais voyez, regardez, on travaille, on les réunit, on parle beaucoup. Mais qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui va se passer? Comment va se passer la rentrée parlementaire? Qu'est-ce qui va se passer de la fameuse loi sur l'immigration que apparemment l'exécutif veut remettre sur le tapis? Ça, c'est du concret. Mais là, on n'en est pas là du tout. On en est à des réunions. Et les réunions, je ne sais pas à quoi elles servent. Alexandra Spinner. Oui, je voudrais quand même rappeler que gouverner, c'est agir. Eh oui. Agir, voilà. Alors, on a eu avec le président de la République, la Révolution, le grand débat national, le CNR, les 100 jours, les rencontres à Saint-Denis. Bon, je veux le mieux pour mon pays, donc je serais ravie que tout ça débouche sur quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on voit concrètement? Donc, c'est bien de se parler. Il faut attendre un peu. Non, mais très bien. Il ne le ferait pas, on le lui reprocherait aussi. Très bien. C'est très bien de se parler. C'est très bien de se parler. Voilà, c'est aussi les règles de notre vie démocratique. Voilà, c'est très très bien. Mais je trouve que tout ça manque totalement de perspective. Concrètement, parce que nous, on veut bien, aux Républicains, on veut bien parler avec Madame Borne, avec le président de la République, mais sur la base d'un programme de droite. Donc, tant que ça, on ne peut pas l'obtenir, je ne vois pas dans quelle direction. C'est-à-dire, le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de perspective. Alors, peut-être qu'on lui reprocherait de ne pas consulter tous les responsables politiques. Moi, j'ai trouvé quand même que les rencontres à Saint-Denis ont surtout permis à donner à M. Bardella une vraie légitimité. Voilà. Il suffit de se souvenir de ce qu'a dit Emmanuel Macron à propos de Jordan Bardella. En disant que c'est un garçon très sympathique, plein de talent. Voilà. Donc, bon, Madame Borne veut recevoir les responsables politiques. Moi, je pense... Attendons. Moi, je pense qu'au contraire, il y a des perspectives. Mais des perspectives difficiles à atteindre. C'est-à-dire, vous avez des textes importants qui doivent passer au Parlement. Exactement. Ça va pas être évident. Donc la rentrée parlementaire s'annonce difficile et agitée pour ce gouvernement, qui, je le rappelle, a une minorité à l'Assemblée. Et donc il s'agit de mettre en place des compromis. Alors des compromis où, concernant certains textes, et je pense notamment au projet de loi sur l'immigration, ça va être
extrêmement compliqué. Alors, concernant Elisabeth Borne, j'en terminerai par là, c'est que Elisabeth Borne fait sa rentrée. Ouais. Pourquoi ? Parce que, je suis désolée, sa rentrée a été plutôt discrète, puisqu'elle s'est fait voler la vedette par son ministre de l'Intérieur et son ministre de l'Éducation nationale. Donc, ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, qui a fait sa rentrée politique avant tout le monde, et qui n'a pas eu l'écho escompté, puisque vous avez le ministre de l'Éducation nationale qui lui a aussi volé la vedette avec l'abaya. Mais en tous les cas, abaya, sujet quand même extrêmement important, et je suis ravie, d'ailleurs, je vous cette parenthèse, que le Conseil d'État est suivi. Et le Conseil d'État, en effet, est suivi la décision du ministre. Mais tout ça pour dire que Madame Borne fait sa rentrée, et il s'agit de se repositionner et de s'imposer face à des ministres qui, pour certains, pense à 2027. Absolument. Enfin là, on est dans la politique interne, on n'est pas dans la politique efficace. Régis, c'est Virginie qui a raison. Et moi alors, Régis Non, mais je suis d'accord aussi sur la rentrée, mais tout ça c'est de la tactique. Non, Virginie a utilisé le bon mot, enfin c'était le mot, l'impuissance politique. C'est tragique. Alors on fait de l'habillage, on annonce les 100 jours, toutes les initiatives qui sont prises de com, les 3/4 du temps, se cassent la figure. Sont des effets de com, impressionnant. C'est impressionnant. Mais y compris qu'on va très loin, funeste connerie. Ose-t-il dire, parce qu'il a tous les culots quand même, ose-t-il dire à propos de la limitation à 2 mandats? Je rappellerai, pour ceux qui ont envie de modifier la Constitution, que ce ne sera pas possible, parce qu'il a été réélu sur la base du 2e mandat non renouvelable. Donc vous ne pouvez pas changer les règles du jeu en cours de route. C'est exact. Voilà, donc déjà, mais je veux dire, c'est l'impuissance politique dans une situation économique très difficile, dans une situation internationale plus que préoccupante, où on subit absolument tous les événements. Je reviens à l'Afrique, on fait des réunionites, là, on va réunir les parlementaires. Qu'est-ce que je fais en Afrique? Qu'est-ce que je peux faire puisque je me suis ridiculisé? C'est terrible d'être dans cette situation. Et Najat, je vous rejoins sur le sentiment un petit peu d'humiliation pour notre pays, quoi. Ça va pas. Je voudrais dire une dernière chose, Régis, c'est que tout à l'heure on a évoqué l'utilisation du 49.3. Le 49.3 peut être utilisé ad libitum sur les textes budgétaires, mais une fois par session législative en dehors des textes budgétaires. Et là on arrive dans le dur, c'est-à-dire que si on n'a pas d'accord pour obtenir une majorité, le texte ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Donc oui, l'impuissance, j'allais dire politique, mais l'impuissance aussi quasiment concrète. C'est de l'impuissance? Oui, c'est. Vous ne croyez pas qu'une dissolution, retour devant les électeurs pour clarifier la situation, ce serait une bonne chose? Ça serait pire encore, je crains. Je le crains. Non, c'est l'appel au peuple. C'est l'appel au peuple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, on est plus responsable. Alexandra Spinner. Oui, l'impuissance politique, moi, vous imaginez bien que je déteste ce terme. Mais... En revanche, ce qui me gêne, c'est qu'on voit bien que tous ces ministres ont des agendas personnels, comme vous l'évoquiez, et que tous les sujets que nous avons évoqués ici montrent que quand même les préoccupations des Français sont réelles. Le pouvoir d'achat, les difficultés, les services publics qui s'effondrent, l'école, les effets délétères de l'immigration sans intégration. Ça sont des vrais sujets, la sécurité. Bon, arrêtons de nous parler, puis agissons. Voilà. Enfin, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Ce sera le mot de la fin. Agissons. Merci à tous les 4. Merci Valérie. Oui. Vive le rugby ce soir. Vive la France. Non, Valérie, ce matin, match Nouvelle-Zélande, France, dans la Coupe du Monde des moins de 12 ans, des U12, qui a lieu chez moi. On a organisé ça. C'est super important. Voilà. Vous êtes déjà en tenue, Régis, je vois. Alors, soutien total à notre équipe, même s'ils sont quand même dans un tableau difficile. Valérie, j'ai raté le match contre les Néo-Zélandais, avec des règles particulières et tout, pour être présent sur le plateau. Mais cet après-midi, ce soir, vous serez là.
Voilà. Ça, c'est de l'amour, Régis. Voilà, merci. Ce soir aussi, bien sûr. Merci, j'apprécie. Et puis évidemment, ce soir sur Sud Radio, vous savez que toute l'antenne ce mois-ci est autour soutien à notre équipe et que toute l'antenne est évidemment au service de cette Coupe du Monde. Donc à 20h ce soir, évidemment, à partir de 19h. Année de la fierté française, a dit Emmanuel Macron. On verra s'il a raison. Absolument. On aurait pu se demander si ça lui apporterait quelque chose en cas de victoire. On verra. On aura l'occasion. Allez, tout de suite, c'est Alexis Poulain, comme tous les vendredis.